Israël poursuit ce mercredi 25 septembre 2024 son offensive contre le Hezbollah au Liban. Pour le troisième jour consécutif, de nouveaux bombardements de Tal touchent le sud du pays, d'après l'agence de presse libanaise, mais aussi la région de Belbeïk, un des bastions du Hezbollah situé dans l'est du pays. En réponse, le Hezbollah affirme avoir tiré un missile balistique sur le quartier général du Mossad, les services du renseignement extérieur israélien dans la banlieue de Tel Aviv. Un climat de tension qui laisse craindre un risque d'embrasement généralisé dans la région. L'Afrique peut-elle jouer un rôle dans une désescalade? Telle est l'une des questions que nous nous posons ce matin à l'entame de cette émission de For You Matin. Et puis le débat autour de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies refait également surface ce matin alors que se tient jusqu'au 30 septembre prochain l'Assemblée générale des Nations Unies. Au cœur des préoccupations des dirigeants africains ayant fait le déplacement pour New York, l'éternelle problématique sur la représentativité du continent avec la création des sièges permanents dont le soutien a été réitéré par les États-Unis. L'Afrique parviendra-t-elle dans de telles circonstances à choisir ses deux représentants? À quoi servent deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Afrique sans droit de veto? Nous en parlons également ce matin. Et puis du côté du Burkina Faso, les autorités affirment avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation orchestrées selon elles par Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président de la transition et des ex-militaires. Elles évoquent les autorités burkinabées en complot impliquant les acteurs civils et militaires soutenus notamment par des services de renseignement occidentaux. Que vous inspirent justement ces nouvelles tentatives de déstabilisation au Burkina Faso? Autant de questions, mesdames, messieurs, rien que pour vous. Ce matin, bonjour et bienvenue. Vous faites bien d'être sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Nous sommes contents, heureux de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de votre matinale informative, édition du 25 septembre 2024. Vous le savez, tous les mercredis sur les antennes de For You Media Africa, c'est la spéciale libre antenne. Vous avez donc la possibilité de pouvoir réagir à partir de cet instant précis sur les thématiques inscrites à l'ordre du jour ce matin ou alors sur une autre thématique de votre choix. Nous parlons du contexte libanais ce matin avec justement ces offensives ou du moins ces raids israéliens qui se poursuivent de ce côté pour le troisième jour consécutif. L'armée de Tzahal a mené bien sûr des bombardements du côté du Liban. De son côté, le Hezbollah affirme avoir lancé un missile balistique sur le quartier général de Mossad, les services de renseignement extérieurs israéliens. Un climat de tension clairement qui laisse entre autres craindre un risque généralisé d'embrasement pratiquement dans toute la région. L'Afrique peut-elle jouer un rôle dans une éventuelle désescalade? Quel rôle pour la communauté internationale? Que vous inspire justement ce contexte de tension alors que Gaza de son côté a également été pris à partie justement par l'armée israélienne depuis le 8 octobre 2023. La libre antenne démarre d'ailleurs à l'instant. Aux côtés d'une autre thématique autour de la problématique entourant la représentativité du continent africain du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, deux sièges permanents pour le continent sans droit de veto. À quoi servent-ils? Si on s'en tient justement à la position américaine, ceci au moment où se poursuit jusqu'au 30 septembre prochain, l'Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants africains vont se succéder à la tribune avec justement ces discours qui devront une fois de plus marquer le coup. Mais l'Afrique peut-elle réussir à trouver un consensus pour ces deux représentants? L'heure n'est pas venue d'exiger encore un peu plus
Allant même au-delà de la proposition faite justement par les États-Unis, 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité sans droit de veto. Nous parlerons également ce matin du contexte burkinabé marqué justement par ces tentatives de déstabilisation déjouées par les autorités qui annoncent avoir notamment déjoué ces tentatives de déstabilisation orchestrées selon elles par un ancien président de la transition, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba et certains anciens militaires. Elles évoquent justement un complot impliquant aujourd'hui certains acteurs civils et militaires soutenus justement par des services de renseignement occidentaux. Mais que vous inspire ce contexte burkinabé? Nous ramenons tout à l'Afrique également ce matin, vous l'aurez donc compris. Plusieurs tentatives de déstabilisation contre le pouvoir d'Ibé ou alors contre la personnalité d'Ibrahim Traoré. Vous avez la libre antenne, mais bien avant de démarrer ou du moins d'aller au standard pour prendre le premier appelant de ce matin, on rappelle que le Liban de son côté a prolongé ce 24 septembre 2024 la fermeture des crèches, des écoles et des universités jusqu'à la fin de la semaine en raison justement de ces intenses raids israéliens qui visent le sud et l'est du Liban ainsi que la banlieue du sud de Beyrouth. Depuis plus de 48 heures maintenant, le Liban est devenu, on va le rappeler, une autre bande de Gaza. Le bilan avancé pour l'heure, 558 personnes tuées. Un contexte devenu plus que jamais préoccupant, laissant craindre un risque d'embrasement général pouvant entraîner toute la région dans un chaos total. Nous plantons le décor avec cet élément. Sur ces images, des dizaines de milliers d'habitants du sud du Liban continuent de fuir vers la capitale Beyrouth, alors que les frappes israéliennes s'accentuent. Des images de la ville de Saïda, au centre du gouvernorat du sud, montrent de centaines de voitures coincées dans une circulation dense, alors que les 2 voies sont ouvertes à la circulation à sens unique, en direction de Beyrouth. Ici, le journaliste Fadi Boudaya est surpris en direct sur une chaîne arabe par une frappe israélienne. De son côté, l'armée israélienne indique avoir frappé dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024 des dizaines de cibles du Hezbollah au Liban, au lendemain d'une offensive de grande ampleur au cours de laquelle elle estime avoir touché environ 1600 cibles. La crainte d'une guerre à grande échelle au Moyen-Orient domine tous les débats, et ce même à l'Assemblée générale des Nations unies au moment où l'escalade militaire ne cesse de s'aggraver entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Pour Ali Mourad, maître de conférences et analyste politique, il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une intervention terrestre israélienne contre le Hezbollah. Je pense que ce qui joue aujourd'hui, le plus important, c'est apparemment tous les indices partent dans la direction que le front principal du côté israélien va être le front libanais. Et donc, ce qu'on parle ici, c'est une sorte de nettoyage de certaines régions. Est-ce qu'on parle de nettoyage pour une durée limitée, pour une durée indéterminée? Et ce sont les questions qui se posent aujourd'hui, surtout que, apparemment, comme la position du chef de Hezbollah, il a dit qu'il appréciait que le front de soutien, comme il le nomme au Liban, va continuer jusqu'à l'arrêt des combats à Gaza, chose qui n'est pas pour le lendemain. À durée déterminée ou pas, les doutes sont de plus en plus levés sur les intentions de Benjamin Netanyahou, qui après les événements du 7 octobre 2023 est déterminé à remplacer le mot Hamas par Hezbollah, ceci au détriment du peuple libanais. D'un côté, il y a le cynisme du Premier ministre israélien qui est très clair envers le Liban, et on sait très bien que s'il peut aplatir le Liban, il le ferait. Mais d'un autre côté, j'aimerais donner mon avis, c'est que cette guerre contre Israël, la grande majorité des Libanais est contre que le Hezbollah ouvre cette guerre avec Israël. Donc nous soutenons la cause palestinienne en Palestine, mais de grâce, laissez-nous vivre au Liban. On ne peut plus, le Liban ne peut plus subir les guerres des autres sur son territoire. Le Liban est donc au bord du gouffre. Gaza, le cauchemar permanent qui menace d'emporter toute la région dans le chaos. Jusqu'où ira Benjamin Netanyahou? Pour l'heure, l'armée israélienne indique avoir mené de nouvelles frappes, cette fois sur Beyrouth, où elle multiplie des raids visant le Hezbollah sans autre
Précision dans l'immédiat. Le Liban est-il véritablement au bord du gouffre? Si on s'en tient aux propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la bande de Gaza étant considérée bien sûr comme le cauchemar permanent qui risque d'entraîner toute la région dans le chaos, à commencer justement par le Liban. Ce sont les propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies à la tribune de l'ONU, du côté de New York. Le premier appelant de la matinée, M. Kofi, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Antonio Guterres, la bande de Gaza étant considérée permanent qui risque d'en... Alors, est-ce que M. Kofi nous reçoit? M. Kofi, bonjour et bienvenue à vous. Le secrétaire général des Nations Unies à la tribune du côté... Alors, est-ce que je pourrais avoir un retour de M. Kofi? Est-ce qu'il est là? S'il n'est pas là, je pense qu'il y aura... il y a forcément d'autres... Monsieur Nguéné, bonjour. Bonjour aussi aux techniciens. Monsieur Nguéné, bonjour. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser Israël faire guerre à deux nations. Ça, ce n'est pas possible. Si l'ONU accepte que l'Israël bombarde encore le Liban, à ce moment-là, c'est l'Amérique et l'Europe qui veulent détruire le monde arabe. Il faudrait que les pays arabes, l'Iran, le Liban, Syrie, Égypte, tous les pays arabes réfléchissent encore à nouveau pour répondre à l'Israël. Parce qu'on ne peut pas accepter l'Israël étant pays importé, qu'on lui a cédé un territoire pour vivre, aller détruire tout un continent. Tout est, comme on appelle, lesquels droits l'Israël se passe et puis bombarde deux nations. Et puis les États-Unis et l'Europe, ils sont assises. Et ils se plaignent contre la Russie. Est-ce que ce qu'Israël fait là, c'est normal ça? Je pense que c'est la faute aux pays arabes. Si l'Israël bombarde la Palestine et puis bombarde aujourd'hui le Liban, c'est la faute aux pays arabes. Tu ne veux pas répondre à l'Israël. Je ne peux pas comprendre. L'Arabie Saoudite, c'est quel argent qui n'en est pas? Le Qatar, le Bahreïn, tous les pays arabes doivent se lever contre Israël. Je n'appelle pas à la guerre, mais doivent se lever contre Israël pour dire non. Et si les Nations Unies n'imposent pas à la fin de la guerre à l'Israël, il faudrait que tout le monde quitte l'ONU. Monsieur Nguéné, c'est pour ça, c'est pour l'Israël. Quand je finis de dire ça, si on va donner 2 sièges aux Africains sans droit de veto, à ce moment-là, ils vont aller faire quoi là-bas? La fois passée, j'ai proposé, j'ai dit le droit de veto, là, on ne donne pas. C'est le peuple même qui prend ça de force. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des territoires d'Afrique qui sont plus grands que des pays européens qui ont le droit de veto. Il y a RD Congo, il y a l'Algérie et aujourd'hui il y a l'AIS. Que ces dirigeants-là font voter une loi de droit de veto par les populations et ils vont déposer le projet aux Nations Unies. Le lendemain, le pays qui dépose le projet aux Nations Unies a le droit de veto. Est-ce qu'on donne le droit de veto? On ne donne pas le droit de veto. On a acquis le droit de veto. Monsieur Nguéné, il faut acquis le droit de veto. Aujourd'hui, il y a 3 grands pays qui sont ensemble, qui sont devenus l'AIS. L'AIS peut voter un référendum, peut aller aux élections, de faire un référendum. Pour acquis le droit de veto, une fois la population acceptée, on amène le résultat des élections aux Nations Unies. Ce pays-là a le droit de veto. Voici ce que les Africains doivent faire pour avoir le droit de veto. Sinon, est-ce que les États-Unis, c'est pour eux l'ONU? L'ONU, c'est une organisation planétaire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a attribué le droit de veto à quelqu'un. Non. Eux-mêmes, ils ont eu le droit de veto comment? Ils ont eu le droit de veto comment, M. Nguéné? Ils ont eu le droit de veto. Est-ce qu'on les a donnés? Ils ont pris ça de force, non? Je appelle aux dirigeants africains, s'il faut avoir 2 sièges permanents sans droit de veto, qu'ils retournent. Et pour plus jamais ils vont aller au Conseil des Nations Unies encore. C'est fini. Où est le problème? Il faut soumettre le projet à la population. Si la population a voté le droit d'avoir le droit de veto, c'est fini, on dépose le projet aux Nations Unies. Le lendemain, le pays qui a fait ça a le droit de veto. C'est fini. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je reviens au Burkina. Le président Ibrahim Traoré, je pense que tu es militaire. Tu es militaire. Et quand un militaire trahit là,
Quand un militaire trahit, je pense que le militaire là n'a pas droit à faire la prison. Quand c'est la population qui trahit la nation, on le met quand c'est la population civile, quand c'est un civil qui trahit la nation, on le met en prison. Mais quand c'est un militaire, de grâce à un ancien président qui trahit la nation et qui trahit l'armée, il n'a pas droit à prison. Tu vas le chercher au Togo. Monsieur Ibrahim Traoré, il va chercher Damiba au Togo. Il n'a qu'à venir répondre à la justice burkinabé. Il n'a qu'à venir répondre à ses actes. Si il a été cité vraiment, que la nature juge. Et ma solution, c'est quoi? Il faut recruter maximum la jeunesse dans l'armée. Parce que quand il ne peut pas comprendre, toi un militaire, tu es allé à la retraite, c'est toi qui t'en vas préparer un coup d'État contre la jeunesse, contre ton pays, contre ta nation. Pourquoi les Africains sont comme ça? L'armée n'est pas faite pour ça. L'armée est faite pour servir la population. Maintenant, si tu n'as pas eu le courage de servir la population et qu'on t'a remplacé, il faut rester là où tu es. Il faut rester là où tu es. Damiba, ça fait honte. J'ai honte à ta place, monsieur Damiba. J'ai honte à ta place. Tu as été président. Tu n'as rien foutu. Tu voulais travailler pour l'Occident. Et qu'on t'a renversé. Mais si on t'a accordé l'exil, il faut rester là-bas tranquillement. Maintenant, ils vont aller te chercher. Tu vas venir répondre à la justice burkinabé. Tu vas venir répondre. Ces vieux militaires qui ont été à la retraite, là, pourquoi leur projet, c'est de faire coup d'État pour revenir au pouvoir, pour assassiner la population, pour revenir au pouvoir? Et c'est Abidjan, c'est Abidjan. Monsieur Nguyen, je vous ai dit la fois parce que c'est Abidjan qu'on forme les terroristes, non? C'est Abidjan dans mon pays qu'on forme les terroristes. Dans la déclaration militaire des Burkinabés, là, tu as vu qu'ils ont cité Abidjan, non? Ils ont cité Abidjan. Ce qui me dit que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai et je confirme que c'est vrai. Mais monsieur le président Ibrahim Traoré, monsieur le président Ibrahim Traoré, prends tes responsabilités en tant que militaire, en tant que président de la nation, en tant que président de la nation burkinabé, prends tes responsabilités. Il faut nous démontrer que tu es un président. Il faut nous démontrer que la population t'a donné encore 5 ans de gouverner le Burkina et que tu vas la rendre propre pour nous. Donc, il faut prendre ta responsabilité. Tous les militaires cités, c'est pas moi, je vais les juger. Mais toi-même, tu connais la sentence qu'on donne à un militaire qui a trahi une nation, sa nation. Donc, monsieur le président de Burkina Faso, sois responsable et prends ta responsabilité. C'est la population qui t'a accordé ce droit de nous gouverner. Et c'est la population africaine qui te soutient parce que tu es jeune. Nous estimons que tu peux nous donner l'indépendance totale. Voilà pourquoi, chaque jour, nous appelons pour te soutenir, pour t'accorder notre bénédiction. Monsieur le président du Faso, prends tes responsabilités. Quand un militaire trahit, il sait ce que lui-même il est au courant. En venant tuer la population, tuer les militaires pour prendre le pouvoir, il sait que si on l'attrape, il connaît son sort. Que son sort, que lui-même là, il a comme projet, lui juge, lui accorde la sentence, l'armée. Donc, M. Nguyen, voici ce que je voulais dire ce matin, que le président du Faso prend ses responsabilités. Tous ceux qui ont été cités là, qu'on les arrête, qu'on les ramène au Burkina, que Damiba soit retourné au Burkina pour qu'il soit jugé devant la nation et qu'il prenne leurs responsabilités et qu'il recrute maximum la jeunesse, que le Burkina recrute toute la jeunesse dans l'armée, que toute la jeunesse soit enrôlée dans l'armée. Comme ça, on va voir si ces vieillards peuvent faire un coup d'État encore à Ibrahim Traoré. On a tué Thomas Sankara. Thomas Sankara, son arrivée en 83, toute l'Afrique avait l'espoir de se libérer de l'Occident. En 87, on a tué Thomas Sankara, on a perdu l'espoir. Aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré qui est notre espoir. C'est Tiani qui est notre espoir. C'est Assimi Goïta qui est notre espoir. Monsieur le président du Faso, prends tes responsabilités. Monsieur Nguyen, soyez salués. Les techniciens, soyez salués. Que Dieu nous bénisse.
Voilà, merci. Merci à vous, M. Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Vous donnez des pistes de solutions au capitaine Ibrahim Traoré, victime d'une nouvelle tentative de déstabilisation, ou devrais-je dire de plusieurs nouvelles tentatives de déstabilisation, heureusement déjouées par le service de renseignement burkinabé. Vous êtes également revenu sur la question, ou du moins les tensions de plus en plus préoccupantes du côté du Liban. Vous avez brossé en quelques mots également, ce souhait, ou du moins cette volonté affichée de plus en plus, celle d'octroyer au continent africain de sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ceci sans droit de veto. Merci à vous, M. Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Antoine, vous réagissez depuis l'Allemagne. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour toute l'organisation, les techniciens, et je vous donne la parole pour ce livre en tête de mercredi, effectivement. Merci encore une fois. Oui. Et je sais que tout ce qui nous préoccupe par rapport au Burkina Faso, tout notre cœur bat ici. Parce qu'effectivement, nous avons compris que, eh bien, là se joue quelque chose de décisif pour le continent africain. Là se joue quelque chose de très nouveau. Et en parlant hier soir, je savais que bon, on a dit effectivement que ce n'est pas une affaire seulement du Burkina Faso. Ce n'est pas seulement une affaire même de 3 pays de l'AIS, c'est un enjeu continental et qui va au-delà même. Donc, pratiquement, si on peut que féliciter vraiment les services de renseignement du Burkina qui ont atteint un tel niveau de professionnalisme et en coordination avec le Niger et avec le Mali aussi, à pouvoir mutualiser tous leurs efforts en termes de renseignement. Et je ne dis pas que les partenaires étrangers apportent aussi leurs contributions techniques avec toute cette technologie d'écoute, de surveillance. Je suis convaincu qu'ils ont atteint un bon niveau, certainement, qui permet d'aller chercher et de mise en échec de tous les projets. Donc, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Donc, il n'y a même plus de limite quelque part. La sécurité des pays n'a pas de prix. Et encore une personne qui ont été formés, tous ceux qui sont dans l'armée ou ceux qui sont dans la vie civile, qui ont reçu leur formation, leur poste, leur statut, qui travaillent encore à l'intérieur du Burkina Faso ou soit à l'étranger, c'est le travail du peuple burkinabé. C'est tout le travail collectif de ce peuple-là qui prennent maintenant comme cible. Ça, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Il veut dire que mais il sait que nous planions peut-être pour un pouvoir qui peut-être de 50 ans ou de père en fils et qui apparemment le veut. Mais quand on se rend compte quand même que bon, notre groupe ni ailleurs, on ne massacre pas la belle, on ne va pas discuter l'armée qui organise des trucs pour massacrer la population. Donc là, on ne va pas quand même pas élever. Ça dépasse l'entendement quand on se rend compte. Mais comment des soldats qui appartiennent à un pays, c'est-à-dire de protéger les citoyens, peuvent prendre la population elle-même comme cible. Alors que c'est cette population qui est votre légitimité, c'est cette population qui vous a formé, c'est son argent, c'est son travail, qui permet de financer tout votre travail, d'équiper l'armée, de lui donner tous les moyens d'action. Et vous retournez, non pas contre un ennemi armé contre vous, mais contre une personne civile, paisible, qui vit dans ces villages. C'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement. On se dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et bon, je me dis, mais est-ce que, si même on se plaint qu'il y ait des officiers supérieurs au capitaine Traoré, est-ce que quelqu'un a été arrivé, il a spolié quelqu'un, des généraux, des colonels, enfin, on a vu devant nous, c'est lui-même qui a fait le général des brigades, le ministre actuel de la Défense. Donc, il n'a pas pris un grade de plus lui-même, il ne s'est donné aucun privilège particulier, et il n'a spolié aucun officier supérieur de quoi que ce soit, enfin, je ne sais pas dans le Burkina, mais j'imagine qui n'a apparemment causé du tort à personne, ni dans son poste de commandement, ni dans ses fonctions. D'où peut venir une jalousie, un dérangement. Mais, enfin, je veux dire que qui déjà un général n'en serait pas moins. Il n'a pas dit quand quelqu'un civil est supérieur à qui fait le même métier que lui. Hein? En fait, ça me paraît complètement bizarre parce que on parlait d'un front intérêt à l'armée qui est divisée, etc. Mais il a fait le temps d'organiser, de réaliser l'armée. Il y a une véritable structuration de l'armée
où on sent que chacun vraiment a sa place dans ce corps pour la défense de la patrie. Je ne vois pas à quel niveau quelqu'un a été lésé, a subi un tort quelconque, et puis dire voilà, on pose ou bien j'ai perdu mon grade. Il n'y a pas de raison, quoi. Cela prouve réellement qu'il y a des gens qui sont instrumentalisés parce que les intérêts sont au-delà de ce que nous imaginons. C'est tout. Imaginez tout ce qui s'est passé quand l'AIS a commencé à se constituer. Mais quelle barrière diplomatique de Paris à Washington, de Londres à Bruxelles, de l'Union européenne à la CEDEAO, à l'Union africaine. Tout le monde était. C'était un état d'alerte général, comme si 3 pays qui se mettent ensemble, c'était une déclaration de guerre, quoi. Hein? Moi, ça m'a complètement étonné ici, mais enfin, j'ai jamais vu un tel barrière diplomatique depuis longtemps sur le continent pour 3 pays. Et qui se mettent ensemble, mais enfin, le fait de coopérer à 3, ça cause du tort à qui? Parce que pour que c'est un geste vraiment qui marque un coup d'arrêt dans un plan totalement, et on n'a jamais arrêté de le dire. Moi, ici en Allemagne, mais dans la tête des Allemands, ici pratiquement, ils considèrent le continent africain comme un continent vide. Hein? Il y a un slogan pratiquement qui a été longtemps diffusé ici. On montre en allemand la tête d'Allemagne couverte de population et on dit, on montre l'Afrique vide, une carte blanche vide. On dit voilà, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Bon, voilà. C'est tout dire, quoi. Hein? On montre un pays, l'Allemagne, rempli de personnes, d'industries, d'agriculteurs, et le continent africain blanc, comme un carte vierge, il n'y a rien. Et on dit, voilà, un peuple, une terre sans peuple, voilà, montant dans l'Afrique, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, la décision de l'Allemagne. C'est-à-dire que pour eux, ce continent, parce qu'il n'y a rien là-bas, il ne se passe rien là-bas, et cette terre leur appartient. Bon, de Victor Hugo, comme le monde aux hommes, mais il a donné l'Afrique à l'Europe. Et il dit, allez-y et prenez-la. Bon, donc ça veut dire que vraiment, ils ont un plan fixe. Ce continent, on doit le vider de son peuple et l'occuper tôt ou tard comme ils l'ont fait pour les autres territoires. Donc ça veut dire que vraiment ce qui se passe là-bas, il n'y a pas les décimés. S'il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas cet enjeu-là, et pour leur ambition personnelle, il faut mettre en péril la vie de centaines de millions d'Africains qui sont sur le continent. J'estime qu'il n'y a pas de pitié à ce niveau. Il faut vraiment les mettre hors de où qu'ils soient. Hein. Donc disons que les services secrets, les services de renseignement et d'action de l'AS doivent passer à l'offensive. On ne peut pas se contenter de rester là à encaisser des coups et on se défend contre des attaques. Il faudra à un moment donné passer à l'offensive. Tout pays qui se respecte, toute force armée qui se respecte, on est là dans le monde, nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient avec Israël, on voit ce qui se passe dans tous les services. Il y a des attaques préventives partout. Partout, tout ce qui est un danger qui peut te menacer, c'est au Nigeria. Il faudra d'attaque préventive pour l'éliminer le mal là où il se trouve. Voilà, c'est ce point là que je voulais vraiment insister, pour qu'on ne soit pas tout le temps dans la défensive, voilà, contre des attaques qui viennent comme ça nous tomber sur nous. De toute façon, il faudra passer à la dimension offensive avec des interventions commando qui vont aller liquider les gens qui sont dans des poches. Du moins, si on a des renseignements précis, il faut aller chercher là où ils se trouvent et les mettre au état de nuit avant qu'il ait même le temps de mettre pied dans l'espace aérien. Merci beaucoup pour la prise de pouvoir partager ce sujet qui nous intéresse et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. C'est nous que vous disons merci Antoine depuis l'Allemagne pour votre contribution ce matin à cette émission de For You Matin. Merci à vous. Zerfel, vous appelez également depuis l'Allemagne. Merci à vous Zerfel. Bonjour et bienvenue. Ok, bonjour mon frère Nguéné, bonjour la diva, bonjour madame, je salue tous mes frères, tous les techniciens de For You, qui sont mes amis, qui sont mes frères, je vous salue. Alors, moi je vais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Très, parce que c'est le jour où je peux vraiment m'exprimer sur mon pays. Parce que je vais commencer par cette dame qui se bat toujours pour la liberté des choses des Ivoiriens, pour qu'ils aient au moins quelque chose à vivre dans leur propre maison, dans leur propre pays, et qui n'est pas soutenue par le peuple ivoirien. Elle est nommée Madame Picheri-Balé, qui fait tout pour que vraiment l'Ivoirien puisse vraiment avoir
vraiment sa liberté d'expression et aller et faire ce qu'il veut dans son pays. Alors cette dame, elle a pris l'initiative de faire des marches le 13. Bon, malheureusement, comment dirais-je, les Ivoiriens n'ont pas répondu. Malgré ça, elle continue toujours à se battre pour que vraiment l'Ivoirien puisse avoir sa liberté. Et je salue au passage Madame Yao, cette brave femme et sa camarade Madame Cissé, que ces femmes-là, il faut que vraiment nous disons toujours merci à ces deux braves femmes qui ont contribué jusqu'à la libération, qui n'ont pas cessé de parler sur les médias, quelle que soit la dureté et comment dirais-je, le barricade, comment dirais-je, les difficultés qu'elles ont eues pour s'exprimer sur certaines télévisions ou même en appelant sur certains médias qui se trouvent aujourd'hui comme Afrique Média et For You. Mais ces femmes, il faut leur dire merci pour tout ce travail qu'elles font tous les jours. Maintenant, Mme Micheline Ballet, ce qu'elle a dit aujourd'hui en parlant du numéro vert du ministre de la Santé, du ministère de la Santé, c'est un numéro vert qu'ils ont mis pour faire plaisir aux Ivoiriens. Sinon, ce numéro vert dont elle parle, ce numéro vert est là, mais il n'existe pas. C'est-à-dire que des milliers de personnes appellent ce numéro vert, mais ceux qui doivent répondre, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour se déplacer. Ils n'ont pas les moyens de faire telle chose. Alors pourquoi ce numéro vert, il est là? Chaque fois que ces ministères brandissent ce numéro vert pour dire, appeler à ce numéro vert pour dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux, tout ce qui se passe dans la des Ivoiriens. Mais les gars essaient d'appeler ces numéros, ils n'ont jamais eu des réponses positives. Alors pourquoi parler de ce numéro vert? Il n'a pas de sens d'être là. Alors c'est pourquoi je demande à cette dame, si ce numéro vert est vraiment important ou il existe, il faut que vraiment ceux qui doivent répondre, ils se mettent les choses au travail. Alors, parce qu'on ne leur confie pas un travail pour le plaisir de leur nomination ou de leur, de ce qu'on leur a confié pour mettre ce numéro dans les tiroirs. Non, ce numéro est là pour sauver les vies et pour protéger ceux qui sont faibles. Alors, s'ils ne répondent pas, ce n'est pas la peine de mettre ce numéro vert à la disposition des Ivoiriens. Ça, c'est le 1. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi, je vais m'adresser encore à certains journalistes africains qui sont là aujourd'hui. Je peux nommer un de celui qui est là aujourd'hui, étant africain, qui est là à cause de l'argent, à cause des choses, des miettes, des CFA qu'on lui donne. Il dénigre son continent, il faut qu'il arrête. Ce journaliste béninois qui est aujourd'hui basé au Sénégal, et non, ça fait vous pouvez le reconnaître, parce que c'est un journaliste qui est là pour mentir sur certains pays africains. Et comment être les choses dans un autre pays et puis faire, des commentaires, ce que tu n'as pas. Il faut que tu t'arrêtes là. Ce n'est pas l'argent que tu reçois là. C'est quelque chose qui est. La somme, elle est maudite. Aller-retour. Parce que tu vas prendre ça pour nourrir tes enfants et ça ne va pas aboutir à quelque chose. Parce que tu mens sur certains pays africains, sur tes propres, sur tes ancêtres, à cause de l'argent. Parce que le fait que le blanc t'envoie pour dire de n'importe quoi sur certains pays, c'est malhonnête. Il faut que tu arrêtes cela. Peut-être que tu peux travailler, faire autre chose pour avoir ta vie. Au lieu de mentir sur certains pays en disant que ce pays, ces présidents sont comme ça, il faut arrêter cela. Parce que tu es payé pour ça, pour mentir, mais il faut aussi mentir sur des pays européens qui t'envoient. Parce qu'eux aussi, ils ont des défauts. Alors pourquoi tu descends? Pourquoi tu ne les dénonces pas? Parce qu'ils te donnent l'argent. Mais aussi, où tu es né, où on a enterré tes ancêtres, tu viens mentir là-bas, ce n'est pas intéressant. Ça ne te fait pas l'honneur. Ça ne va pas t'avancer. Parce qu'il faut, ce journaliste béninois, il faut qu'il arrête maintenant. Les autres peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas du continent.
Alors toi, tu es du continent, tu le fais, mais tu seras malheureux jusqu'à ta vie. Moi, je ne te maudis pas, mais ce que tu dis, c'est ça qui va te maudire. Maintenant, je tiens maintenant hommage à un journaliste comme vous, Nguéné, un jeune journaliste, qu'on appelle, malgré, malgré qu'il a fait les choses, la prison en Côte d'Ivoire, il n'a pas perdu son verbe sur les plateaux des médias. Parce que c'est un jeune, il a fait choses pour son opinion, pour son travail qu'il fait, on l'a mis en prison en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit la vérité. Maintenant, aujourd'hui, il est sur certains plateaux pour l'exprimer, mais il n'a pas peur, parce qu'il a déjà fait la prison. Il n'a pas peur pour faire encore la prison, mais il dit la vérité, c'est que l'homme, un journaliste, pourquoi il a été à l'école pour faire pour se former dans ce métier-là. Ce métier est noble. Ce n'est pas un métier pour venir mentir ce que tu n'as pas vu. Mais il dit ce qu'il veut, ce qu'il voit et ce qu'il entend. Alors, monsieur, moi, je l'encourage de continuer dans ce sens. Parce que quand tu as invité sur un plateau, que tu es obligé de mentir ou de ne pas dire la vérité, parce que le journaliste qui est là, c'est lui qui donne l'information. C'est lui qui donne l'information juste pour que tout ce qu'on fait soit pris en compte. Alors, si toi, le journaliste, tu ne dis pas la vérité et tu es en train de mentir toujours au peuple, alors comment le peuple peut changer de mentalité? Alors, ce monsieur, moi, je l'encourage dans ce sens. Bien sûr qu'il est sur un plateau, mais je ne vais pas nommer ce plateau de cette télévision, je ne vais pas nommer, je ne vais pas faire l'air publicité gratuitement. Donc, il sait où il va, où moi je l'entends tous les jours, en train de défendre, et comment dirais-je, l'opinion publique. Pas pour lui, mais pour faire passer un message. Parce qu'il est allé à l'école pour apprendre le journalisme, ce métier, pour qu'il puisse alors, je vais m'arrêter là pour encore, je vais appeler pour une deuxième fois pour dire autre chose, parce qu'il y a certains aussi qui attendent pour dire quelque chose. Donc, je m'arrête là pour le moment. Et pour la prochaine, quand je vais prendre la parole encore, je vais dire ce qui se passe dans mon pays. Parce que vraiment, c'est le plateau aujourd'hui où je peux parler de mon pays correctement, tout ce qui se passe à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Bon Nguéné, de nous donner cette privilège de nous exprimer librement comme ça se doit. Merci. C'est nous qui vous disons merci, Zerfel, pour votre regard sur votre pays ce matin, comme tous les mercredis matins d'ailleurs. Merci à vous, Zerfel, depuis l'Allemagne. Monsieur Basson, vous êtes également avec nous ce matin pour cette libre antenne sur les antennes For You Media Africa. Vous réagissez depuis la France. Bonjour à vous, Monsieur Basson. Merci, call center. Je vous dis bonjour, Monsieur Nguéné. Merci, bonjour. J'ai dit bonjour à la formidable équipe de For You Media. Vous faites un travail remarquable. Je n'oublie pas de saluer ici tous les appelants. Alors, Monsieur Nguéné, moi je vais essayer de répondre en quelques mots à la question que vous avez posée. Hein. L'Afrique peut-elle contribuer à une désescalade? Je voudrais d'abord vous dire ici, le continent africain compte 54 pays avec une population de plus d'1 milliard 400 millions d'habitants, donc c'est une puissance. L'Afrique est une puissance. Mais ici, cher frère Nguéné, pour peser aujourd'hui dans le conflit mondial, il faut de gros blocs. Il faut des blocs. Partir disperser comme on part à chaque fois, on ne peut rien obtenir des puissances qui sont en face de vous. Quand vous avez un grand continent comme l'Amérique, vous avez les Européens, même les Asiatiques. Et nous, à chaque fois qu'il y a un conflit ou un problème, on part disperser. Pour faire quoi?
Nous n'arrêterons jamais d'appeler ici à l'unité africaine. Il faut un grand ensemble aujourd'hui. Ce qui se passe au Liban, l'Afrique, si elle était vraiment unie, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous recevons parfaitement, M. Basson. Bon, très bien. Alors, si on était vraiment unis, ce qui se passe au Liban, mais l'Afrique a un mot à dire. Mais pourquoi on n'écoute pas l'Afrique? Je vous donne un exemple. L'Afrique du Sud, qui a vécu l'apartheid. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud voit ce qui se passe au Proche-Orient. Et l'Afrique du Sud a pris ses responsabilités en portant plainte à Israël. Mais qu'est-ce que les autres pays africains font? Pourquoi ils ne suivent pas l'Afrique du Sud? Pourquoi ils ne soutiennent pas l'Afrique du Sud? C'est quoi cette peur-là? On ne comprend pas. Ce qui se passe, on voit quand même ce qui se passe au Proche-Orient et tous les pays africains ne disent absolument rien. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, M. Nguené, nous ne sommes pas unis. Et ça nous pose un énorme problème. Donc, moi je pense quand même qu'il est temps, nous continuons à chaque fois d'appeler ici à une grande unité africaine. Sans cela, les petits pays africains seront mangés crus. Parce que ceux qui sont en face de vous, mais attendez, c'est des lions. Ils ne pardonnent rien. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Nous continuons à appeler à une grande unité. Deuxième chose, M. Nguené, je vais passer ici et justement, je vais continuer en disant que vous voyez aujourd'hui, tout le monde drague l'Afrique. On propose 2 sièges permanents au Conseil de sécurité sans droit de veto. Mais M. Nguené, c'est de la blague, tout simplement. C'est de la blague. Sans droit de veto, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'Amérique a passé outre. Rappelez-vous la guerre en Irak. Sans conseil de sécurité. Ils sont allés bombarder l'Irak. Même les résolutions en Libye, qui a respecté cela? Ils passent dessus. Ils bombardent les gens. Ils se lèvent un matin. Ils disent, bon voilà, non, vos résolutions à l'ONU, on s'en passe. On bombarde les gens. On tue les gens. Personne ne respecte rien. Donc, 2 sièges au Conseil de sécurité, c'est bien beau, mais sans droit de veto, M. Nguené, je vous le dis, ça ne vaut absolument rien. Vous savez, M. Nguené, ce qui se passe au Burkina Faso, plus précisément au Sahel, avec le terrorisme. L'AES a pris le sujet aujourd'hui en main de se libérer. Je voudrais quand même rappeler que il faut à chaque fois le dire, à chaque fois nous prenons le micro ici, rappeler aux Africains que nous avons subi l'esclavage. Ok? La colonisation, la néocolonisation, la servitude monétaire. Nous avons vu comment M. Gbagbo a été déporté à La Haye. Nous avons vu comment on a tué Kadhafi à Mondo Vision. Un petit rappel, même dernièrement, vous avez vu comment on a tué celui qu'on appelait George Floyd à Mondo Vision. C'est-à-dire, l'État américain a pris la responsabilité, en parlant des policiers américains, pendant 9 minutes, on a mis les genoux sur le cou de George Floyd, en pleine rue, où les gens passaient, les gens filmaient. Personne n'a rien dit. Donc, il est temps que les Africains se soulèvent et qu'ils prennent leurs responsabilités sans peur. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, c'est pour ça que chaque Africain, surtout nous les jeunes, on doit soutenir, je continue à le dire, mais vraiment avec fermeté et cœur, on doit soutenir ce qui se passe à la Haye. On doit soutenir le président capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ce qui se passe aujourd'hui
au Burkina Faso, c'est tout simplement malheureux parce qu'il s'agit ici de nos frères qui tuent les autres frères. Donc tout cela nous touche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Ngané? Le combat, je vous ai dit ici, le combat est très long. La seule chose que nous pouvons faire, puisque Traoré lui-même, il est conscient. C'est un militaire qui a été sur le terrain. Donc, en prenant les rênes du Burkina Faso, c'est-à-dire le pouvoir suprême, lui-même, il a dit, je suis prêt à me sacrifier pour ma population. Donc, il est là aujourd'hui, il est conscient des enjeux. Il sait que quand tu es là, à ce poste-là, tu es exposé à la mort. Tu es exposé à la mort. Et c'est ça la fierté, la dignité d'un homme. Si tu as peur de la mort, tu ne vas pas dans ce genre de choses. Donc, je continue à appeler ici à toutes les populations, et surtout à la jeune population africaine, de soutenir fortement l'AES. C'est la libération, la liberté pour tout le monde, tous les Africains. Les chemins que les autres risquent aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, au Sahel, nos frères sont en train de tomber. Nous avons eu Tinzawaten il n'y a pas longtemps. Ces gens risquent leur vie pour nous. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre sortie. On n'a pas d'autre chemin. Donc, on doit soutenir l'AES. Et nous-mêmes, l'armée, quand ils veulent créer une armée commune de l'AES, nous soutenons cela. Il faut soutenir cela. Nous acheminons tout doucement vers la fédération. C'est ça l'idée finale. Donc, il faut soutenir absolument l'AES, continuer à soutenir fortement le président, le jeune président Ibrahim Traoré, tout le peuple africain est derrière lui. Et M. Ngané pourra en sortir, je ne sortirai pas sans dire un mot pour les élections présidentielles qui vont arriver au Cameroun. Je le disais la dernière fois. Et en parcourant la presse camerounaise hier matin ou avant-hier, je continue quand même à remarquer que les partis politiques d'opposition ne font pas beaucoup d'efforts. Mais vraiment, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et ça m'attriste un peu. Ça m'attriste parce que je le disais la dernière fois, le rouleau compresseur qui est en face, qu'on appelle le RDPC, si on ne s'allie pas, si on ne s'associe pas, ça va être très, très, très compliqué de déboulonner ce parti. Parce que c'est une élection à un tour, hein. Ce n'est pas à 2 tours. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention. Il faut vraiment, absolument, former une coalition forte. Il faut nous donner le programme pour qu'on essaye de travailler là-dessus. Et les élections, un an, ce n'est pas beaucoup, ça va très vite. Donc, je continue à appeler ici à tous les partis d'opposition, à M. Kamto, à M. Cabral, à M. Ossi, et tous les autres, qu'il est vraiment temps qu'on trouve des solutions, qu'on forme une coalition forte avec un programme unique, fédérateur, pour qu'on puisse être éclairé et affronter le rouleau compresseur qui est en face. Sinon, je vous le dis, c'est perdu d'avance. Donc, on arrête de s'engueuler entre nous. Moi, je vois les débats ici, ce n'est pas vraiment réjouissant, mais vraiment, ce n'est pas perdu. Il y a possibilité, parce qu'il y a soif aujourd'hui des Camerounais du changement, mais vraiment tous les Camerounais ont soif du changement. On a vu l'inscription sur la liste électorale, donc c'est aux dirigeants de partis d'opposition de capter cela, de nous donner une direction, mais vraiment on a envie de la suivre. Nous voulons le changement, donc il faut qu'il y ait une coalition forte, qu'il y ait un point directeur pour qu'on puisse comprendre les choses. Nous sommes derrière eux, ce n'est pas désespéré, donc nous continuons à les appeler à s'associer et je les souhaite beaucoup de courage. Monsieur Ngané, je vous dis excellemment merci pour tout ce que vous faites. Vive l'AES, vive l'Afrique libre, souveraine et unie. Merci, bonne journée, Monsieur Basson. Bye.
question. On rappelle bien sûr les trois thématiques à l'ordre du jour ce matin sur la table du débat, puisque c'est vous qui faites le panel. La situation toujours aussi préoccupante du côté du Liban, au moment où bien sûr le chef de la diplomatie libanaise a remis en cause les propos du président américain Joe Biden qui, selon lui, ne serait pas encourageant. Ces propos tenus mardi par le président américain Joe Biden à la tribune des Nations Unies sur le Moyen-Orient ne sont pas encourageants. A déploré donc le chef de la diplomatie libanaise. Ils n'étaient ni forts ni encourageants et ils ne vont pas résoudre le problème libanais, a déclaré entre autres Abdallah Habid, le chef de la diplomatie libanaise, revenant justement sur toutes les tentatives de résolution de ce conflit et qui sont entre autres mises sur la table. Clairement aujourd'hui, on rappelle qu'à côté bien sûr de cette initiative du président américain Joe Biden qui parle de concrétiser un plan de paix du côté de Gaza pour résoudre la crise du côté de Liban, il y a bien sûr les préoccupations également du côté des Nations Unies avec la sortie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, aux côtés justement d'une autre problématique, éternelle problématique autour de la représentativité du continent africain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis soutiennent l'idée de 2 sièges permanents au continent, mais ceci sans droit de veto. Du coup, on se pose la question, mais à quoi servent justement ces 2 sièges pour le continent si ce dernier ne devrait pas disposer justement de ce droit de veto? Les nouvelles tentatives de stabilisation du côté du Burkina Faso sont également sur la table ce matin. Monsieur Marc, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue. Oui. Bonjour. Je voudrais dire bonjour à M. Nguéné, dire bonjour à tous les combattants panafricains du monde entier, dire bonjour à tous les techniciens qui nous permettent de pouvoir intervenir sur notre radio panafricaine qui est Forum Média. Ce matin, je voudrais aborder 3 points sur lesquels vraiment cela me tient à cœur. D'abord, je voudrais aborder le problème de l'ONU. Mais donner 2 sièges à l'Afrique sans droit de veto, mais cela ne sert à rien du tout. Moi, je pense que les Africains doivent sortir en bloc de ce manchin dont le général de Gaulle disait que c'était un manchin, ce manchin de l'ONU. On devait tous sortir en bloc afin de voilà. Pour sortir au 2e étage sur le palier, il faut une clé ou pas? Oui. On vous la ramène. La terrasse? C'est pour la porte au 2e étage. Oui. Il y a besoin de la clé. Oui, je suis là, je suis à l'écoute. Merci, Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que pour l'ONU, il va falloir réellement que les États africains puissent quitter en bloc de l'ONU pour montrer que ce manchin-là doit être dissous. Parce que l'ONU n'a plus sa place. Regardez ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Mais c'est réellement un massacre, un génocide qui est en train d'être fait. Aucun pays aujourd'hui ne respecte, surtout Israël, ne respecte tout ce que les gens prennent comme résolution à l'ONU. Donc l'ONU n'a plus sa place. Même le président Guterres, avant-hier, il était réellement complètement désolé quand il parlait de ce problème-là. Mais les Khazars qui sont aujourd'hui en Israël ne tiennent même pas compte de tout ce qui se dit. Donc, moi, personnellement, je crois que tous les États africains devaient quitter en bloc de l'ONU. Parce que je ne sais pas pourquoi ces Khazars n'écoutent personne.
ils se disent israéliens, comme je le dis toujours, les Israélites qui sont les vrais peuples d'Israël, ne cautionnent pas cela. Regardez les manifestations qui se font en Israël. Personne ne présente cela. Ils bloquent les médias pour ne pas que les gens puissent savoir. M. Netanyahou est devenu le premier nazi aujourd'hui. Après que les gens ont dit que les Juifs ont été massacrés par des nazis. Il est devenu le premier nazi aujourd'hui du Moyen-Orient. Mais comment pouvons-nous comprendre cela? Suivent-ils la voie de Dieu tout en se disant que, qu'on appelle la Torah, parle de tout ce qui est Dieu? Dans les 10 commandements, en Exode chapitre 20, il disait que tu ne tueras point, tu ne commettras pas, en tout cas d'autres points qui tiennent jusqu'à ce qu'ils disent que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aime-t-il son prochain? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi un monsieur pareil fait ce genre de massacre tout en bombardant à tort et à travers? S'il veut bombarder des cibles, je veux dire quoi, militaires, qu'il se prenne aux militaires au lieu de bombarder des civils et des enfants, des hôpitaux, des écoles. C'est quoi ça? Et l'ONU ne dit rien. Personne, les Américains, ils s'étaient sur ce problème. La dernière fois, Madame Linda avait dit même qu'il y a une ville juive qui se trouve en Israël. Et j'ai trouvé que c'était vrai. Ils sont protégés là-bas, en Russie. Personne ne leur fait du mal. Et eux, ils s'en vont prendre un territoire que l'ONU leur a donné en 1947. Et ils sont dans ce territoire-là en Palestine. Et les peuples palestiniens sont devenus aujourd'hui des chairs à canon pour eux. Avec cette destruction qu'ils sont en train de faire, et personne ne parle. Et moi, je crois que les États africains, nous sommes africains, nous sommes humanistes, les États africains devraient prendre la résolution ensemble de quitter l'ONU afin de protester contre tout ce qui est en train d'être fait. Parce que si les États comme Israël ne veulent pas respecter tout ce qui est résolution de l'ONU, je crois bien que l'ONU n'a pas son droit d'être et nous, Africains, n'avons pas notre place dans cette organisation. Voilà. Moi, c'est un des premiers points. Le deuxième point sur lequel je veux intervenir, c'est le Burkina. Il y a aujourd'hui où nous sommes, il y a des révolutions, il y a ce qu'on appelle, ce que je voudrais appeler, c'est qu'il y a des coups d'État révolutionnaires. Et il y a des coups d'État france-africains. Ce qui s'est passé parmi ces 3 États, ce sont des coups d'État révolutionnaires. Parce qu'il y a d'abord quelque chose d'illégal qui s'est passé dans ces 3 États. Comment des États aussi riches, avec du minerai, avec tout ce qu'ils ont comme minerai, et que ces gens qui sont des impérialistes qui n'ont rien qu'on appelle dans leur sous-sol puissent donner le prix ailleurs, comme par exemple mon pays, la Côte d'Ivoire, où les gens prennent le cacao à 20 centimes le kilo et ils s'en vont donner le prix ailleurs et à combien d'euros le kilo là-bas, et nous ne gagnons rien. Mais c'est comme au Burkina, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a de l'uranium, et les gens vivent dans la pauvreté. Hein? Les pays du Sahel, dans le dictateur Gourma, il y a profusion. Et ces gens-là vivent dans une pauvreté extrême, que même d'autres les populations vont dans les autres pays seulement qu'à couper des ongles ou bien à aller, qu'on appelle faire de la circoncision pour avoir quelque chose à manger, ou bien ils se mettent à voler. Mais c'est quoi cette histoire?
Et ces gens-là ont fait ces coups d'État révolutionnaires afin que le peuple puisse avoir quelque chose et pouvoir prendre leurs ressources en main. Voilà ce que nous voulons en Afrique. Moi, je crois que ces gens de militaires et ces gens de coups d'État révolutionnaires doivent être encouragés en Afrique. Parce que les militaires sont plus patriotes que tous les autres peuples, les autres qui font des coups d'État en Afrique. Nous devons faire la différence entre un coup d'État révolutionnaire et un coup d'État, en tout cas France-africain. Voilà. Et les Africains doivent connaître, doivent voir cela. Nous devons avoir du discernement sur le coup d'État. Par exemple, un coup d'État, par exemple, qui se passe aujourd'hui au Gabon, ce n'est pas un coup d'État révolutionnaire. C'est un coup d'État France-africain. Si demain un coup d'État arrive, nous devons quand même voir si c'est là, même une élection, nous devons voir si c'est une élection France-africaine ou bien une élection sur le plan révolutionnaire. Voilà des choses auxquelles nous devons quand même apprécier les choses. C'est passé au Burkina. C'est parce que ce jeune homme a la pensée de Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, en son temps où il a fait son coup d'État, nous avons senti que le peuple avait commencé à avoir en tout cas une grande liberté de pouvoir, je veux dire quoi, développer le pays, de pouvoir prendre en charge, en tout cas, leur vie et l'avenir de leurs enfants. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que pour notre avenir, nous à nous-mêmes, et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Mais quand des gens malhonnêtes, des gens apatrides, des gens qui n'aiment pas leur continent, s'élèvent pour prendre des armes contre leur propre pays, leur propre peuple, afin de les détruire et pouvoir prendre les ressources de ce pays pour aller nourrir les ressources d'un autre continent, je dis niet. Oui, je dis non. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire de telle sorte que nous puissions, en tout cas, faire l'offensive médiatique, l'offensive militaire et l'offensive secrète. Le service secret est là pourquoi? Que ces gens-là aussi puissent savoir qu'ils ne peuvent pas avoir de paix quand ils seront dans des autres pays. Pour pouvoir aller les attaquer, même sur leur propre, là-bas où ils sont allés se cacher pour faire ces plans machiavéliques, ces mauvais plans pour venir détruire leur propre nation. Il faut que les gens puissent passer à l'offensive. Et je demande au pays de l'AES de créer un service secret puissant, extérieur et intérieur, afin de s'attaquer à ces hommes-là. Voilà. Vous venez les attaquer, nous allons vous attaquer sur votre propre, là-bas où vous êtes, dans votre pays. Voilà. Il faut que cela soit fait. La récréation doit être terminée. Et je voudrais finir sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, la CPI, aujourd'hui, dit qu'il veut quitter la Côte d'Ivoire. Les élections, c'est pour 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Et la CPI veut quitter la Côte d'Ivoire. Mais de qui se moque-t-on? Ce pays-là a pris le président Gbagbo, allait le mettre à Schengen, en prison, jusqu'à près de 10 ans. Et maintenant, il a dit qu'il a fait des enquêtes, il ne donne pas les résultats de ces enquêtes, et puis, il plie bagage, il s'en va. Si le président Gbagbo n'a pas qu'on appelle tué les 3000 personnes dont ils ont dit, mais qui les a tués? Qui les a tués? Il y a deux camps. Si ce n'est pas le président Gbagbo qui les a tués, mais qui les a tués? C'est une tierce personne ou bien c'est l'autre camp? C'est ce que nous voulons savoir. Et d'ailleurs, nous voulons savoir qui a gagné les élections de 2010. Depuis lors, cette CPI est folklore aujourd'hui.
n'a pas donné de résultats probants. Et puis, hop, il ramasse ses bagages, il quitte la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour nous mettre encore dans des problèmes. Et quand ces Occidentaux sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont pris le problème, le problème religieux. Ça n'a pas marché. Beaucoup de nos frères du Nord se sont levés, ils ont dit voilà, c'est à cause d'un problème religieux, c'est parce que nous portons des boubous que ceux-là nous attaquent. Or, il y a en Côte d'Ivoire toutes les ethnies ou toutes les tribus qui sont là-bas se marient entre eux. Nous ne faisons pas de castes ni de différences, il n'y a pas de caste entre nous. Si je suis du Sud, je peux me marier à une fille du Nord. Si je suis de l'Ouest, je peux me marier à une fille du Sud. Si je suis du Sud, je peux me marier à une fille de l'Est. Tout le monde se marie entre eux. Nous avons des parents entre nous. Moi, personnellement, mon frère est marié à une femme de Bundiali, c'est-à-dire du nord de la Côte d'Ivoire. Mais comment ces gens-là peuvent nous prendre de cette manière-là en se basant sur un problème religieux et ethnique? Et comme ça n'a pas marché, ils nous ont massacrés afin d'installer M. Ouattara au pouvoir, qui est aujourd'hui en train de nous prendre encore en esclavage. Il a pris la Côte d'Ivoire en otage avec ses amis. Et maintenant que les élections vont venir, ils savent très bien que les troubles vont être plus grands, peut-être même pire que ce qui s'est passé en 2010. Alors, pour sortir, ils ramassent leurs bagages et puis ils quittent le pays. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal ou pas? Et les fichiers électoraux sont mélangés. Ils n'ont rien fait de bon. On parle à M. Ouattara. M. Ouattara n'écoute personne. Il est comme Netanyahou. Et après, maintenant, il quitte notre pays pour nous mettre encore dans l'embarras. Et demain, ils vont venir encore pour dire, bon, voilà, c'est celui-là qui a fait ça, c'est celui-là qui a fait ça. Ils vont ramasser encore les gens pour les emmener à la CPI. Or, le responsable de ce problème, c'est M. Ouattara. Tout le monde le voit aujourd'hui. Mais pourquoi ces gens-là veulent nous prendre comme des enfants? Nous ne sommes pas des enfants. Merci, Marc. Donc, je voudrais m'arrêter là. Et vraiment, je dis merci à votre radio qui m'avait donné la force de s'exprimer. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut que Dieu réellement vous soutienne. Et M. Nguéné, vous êtes un grand journaliste. Que Dieu, en tout cas, soit avec vous et qu'il vous inspire avec tous les thèmes que vous donnez. Merci beaucoup. Merci au directeur général, le président directeur général de votre télévision, que Dieu lui-même nous soutienne. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Marc, merci pour votre contribution ce matin. Les trois thématiques, vous les avez. Vous avez décidé donc d'arrondir les angles, chose qui est d'ailleurs permise tous les mercredis sur les antennes de For You Media Africa. Merci à vous. La situation qui reste donc tendue du côté du Liban, des centaines de morts et milliers de blessés, puisqu'on a franchi la barre de milliers de blessés désormais du côté du Liban. Et toujours les mêmes protagonistes. L'armée de Tchal qui, après avoir massacré les Palestiniens et prétestant entre autres vouloir éliminer le Hamas, cette fois s'attaque aux Libanais avec le même prétexte à chaque fois. Mais cette fois, c'est le Hezbollah qui est donc en ligne de mire, la cible principale du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'embrasement que le monde craint peut en effet se jouer dans plusieurs configurations avec l'entrée en guerre d'alliés stratégiques et de leurs forces de feu connues. Le Moyen-Orient, une poudrière en attente donc d'une étincelle, la carte géopolitique d'un conflit qui secoue la paix mondiale est plus que jamais, du moins se dessine sous le pinceau ce matin de Barga Abega de la rédaction centrale de For You Media Africa. Nous prenons cet élément tout d'abord avant de revenir prendre M. Barry qui est déjà avec nous au standard. Dans le Moyen-Orient, lorsque le Liban pleure, le premier allié du pays du Cèdre, vers qui se tournent les regards, reste et demeure l'Iran. Aussi, pour les derniers événements qui ont déjà fait, rappelons-le, plus de 600 morts et 2000 blessés, Téhéran a pris la parole dans un communiqué rendu public ce 24 septembre 2024. Après la traditionnelle condamnation, Téhéran a critiqué vivement l'inertie de Washington
qui sonne comme une caution de l'Amérique à cette propension criminelle de son allié Israël. Cette sortie de l'Iran, grand frère et tuteur du Hezbollah libanais, ne le dit pas clairement, mais laisse penser que l'Iran pourrait ne pas laisser faire et organiser une riposte à la mesure de cet affront. Mais l'entrée en guerre de l'Iran, qui est un scénario catastrophique à éviter pour le maintien d'une paix fragile dans cette sous-région du Moyen-Orient, n'est pas le seul scénario envisageable. Le Yémen, plus que jamais courroucé, s'engage à faire usage de toute sa puissance militaire pour soutenir le Liban. L'Irak appelle de son côté à une réunion rapide des pays de la Ligue arabe en marge de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La Jordanie et l'Égypte, sans le dire, astiquent les canons de leurs Kalash et de leurs chars. Le Proche-Orient n'a jamais été aussi près d'un embrasement complet et total. Un embrasement éventuel à éviter, mais dont les secousses sont déjà ressentis outre-Atlantique. Le Venezuela, allié de l'Iran, dénonce la continuité de l'agression sioniste. Côté américain, on promet l'envoi de troupes supplémentaires dans la région sans expliciter leur mandat. Parallèlement, le président américain Joe Biden affirme que son gouvernement et lui continuent à travailler à la désescalade. Seule chose certaine, à l'heure actuelle, c'est que le Proche-Orient est plus que jamais devenu une poudrière et son embrasement est une option affichée en bonne place dans le menu. Le Liban est-il au bord du gouffre? Mesdames, Messieurs, hier déjà, le secrétaire, le patron, le chef de l'ONU s'inquiétait, estimant que Gaza est pratiquement, clairement aujourd'hui, entre autres, l'un des points de départ de cet embrasement, à commencer justement par le Liban. Alors, est-ce que vous partagez les inquiétudes d'Antonio Guterres ce matin? Monsieur Barré, vous êtes avec nous depuis les États-Unis. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Nguéné. Bonjour à toute l'équipe de Foyou Média. Bonjour aux techniciens. Bonjour à l'Afrique. Nous remercions Foyou Média pour cette opportunité hebdomadaire qu'elle nous donne aux Africains et plus particulièrement à la jeunesse de pouvoir s'exprimer sur les questions importantes concernant l'Afrique et le monde. Après avoir dit cela, je vais commencer avec la question du Liban avec Israël, en disant que Israël est devenu un hors-la-loi, un État hors-la-loi. Je me demande pourquoi l'ONU n'arrive pas à solutionner cette question jusqu'aujourd'hui. Lorsque la Russie a commencé son opération spéciale en Ukraine, nous avons vu toute la propagande qui a suivi et l'empressement des États occidentaux à aller au secours de l'Ukraine. Ce que nous voyons aujourd'hui au niveau du Moyen-Orient est hallucinant. C'est hallucinant d'autant que s'il s'agissait d'un autre État qu'Israël aujourd'hui, nous verrons que le Conseil de sécurité se saisirait de la question de son chapitre 7 qui parle de la menace de la paix dans la région ou dans le monde. Mais pourquoi aujourd'hui, avec toute cette horde de frappes sur encore des civils, c'est ce génocide qui ne dit pas son nom. L'ONU est resté muet et on n'arrive pas à comprendre qu'on ne trouve pas de solution à cette question. Hier, j'ai suivi votre émission et Mme Linda Labaoui disait que les États arabes ont signé un accord pour éviter qu'ils s'impliquent dans cette guerre lorsque cela a commencé au niveau de Gaza. Bon, j'ai comme l'impression que cet accord mène tout le Moyen-Orient dans ce que le président Laurent Gbagbo avait parlé du syndrome. Israël a commencé avec Gaza. Israël tombe aujourd'hui sur le Liban. Qui sera le prochain?
Voilà la question qu'il faut se poser. C'est d'ici que moi je dirais que l'ONU est devenue une chose qui va signer sa fin à elle-même, parce que si elle n'arrive pas depuis autant d'années à solutionner cette question, c'est qu'il n'y aura pas de solution encore à cette question. Et c'est là que je m'en vais venir à dire que cette enveloppe vide qu'on donne aux Africains comme deux sièges sans droit de veto, à quoi est lié le droit de veto? Qu'on nous le dise. Et il n'est pas question que les Africains prennent cette enveloppe vide pour aller en observateur au niveau du Conseil de sécurité où ils n'ont aucun pouvoir de décision. Si on en reste à l'état actuel où nous sommes, c'est encore mieux qu'on dise que nous avons participé à ce machin, à ce Conseil de sécurité où nous n'avons pas de voix de décision. C'est nous que nous allons réagir. Et de ce fait, nous allons voir que beaucoup de pays africains, certains, vont encore essayer de s'accorder à prendre cette enveloppe vide, alors que d'autres vont dire non. C'est ici que, normalement, l'Union africaine devrait jouer son rôle. Et si l'Union africaine n'arrive pas à jouer son rôle, c'est cette désunion qu'il y a encore entre les pays africains. Il faut aller à l'unité et le plus rapidement possible pour en finir avec cette question. Maintenant, je reviens au niveau du Burkina Faso. Ce que nous venons d'écouter au niveau du Burkina Faso depuis hier est une question qu'il faut prendre véritablement au sérieux. On a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, mais il y a un certain nombre de pays qui ont été cités dans cette question, comme le Ghana, le Togo, le Nigeria. C'est tout comme si les autres pays qui sont restés aujourd'hui au niveau de la CEDEAO se sont ligués contre les pays de l'AES. Et alors, dans ce contexte, si je prends par exemple le cas du Togo où se trouve l'ancien président Damiba, le Togo s'est mis en alliance avec les États de l'AES. Si véritablement que le Togo est allié aux États de l'AES, je ne comprends pas cette position, ce mutisme du pouvoir togolais par rapport à l'ancien président Damiba, qui est assis tranquillement au Togo et qui planifie des opérations de déstabilisation contre le Burkina Faso et plus largement, disons, contre l'AES. Pourquoi est-ce que le Burkina Faso ne demande pas l'extradition de cet homme pour que cette question soit résolue? Donc, je vais dire que si le Burkina Faso et l'AES ne font rien, moi je regarde le Togo aujourd'hui comme un cheval de Troie qui va faire crouler tous ces efforts qui ont été menés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il va falloir faire très attention à ce positionnement et à cette posture de l'État togolais par rapport à Damiba qui est assis là et qui menace l'État burkinabé. Et de l'autre côté, je vais dire que je crois que quand le ministre dit que la récréation est terminée, je voudrais entendre par la récréation est terminée tout ce que la jeunesse aujourd'hui attend d'eux. Parce qu'il faut passer maintenant à l'étape supérieure. Et il ne faut plus laisser cette liberté aux gens de venir déstabiliser, de venir planifier des trucs. On les arrête, on les met en prison, on les nourrit et tranquillement, ils espèrent qu'un jour, en multipliant ces tentatives, on arrivera à les libérer. Parce que quand on arrivera à atteindre le pouvoir, alors bon, ils seront libérés. Il faut passer à l'étape supérieure et je ne voudrais pas dire certaines choses ici sur votre antenne. Et je crois que tout le monde doit comprendre ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Et il va falloir, comme l'a dit quelqu'un également, que les États de l'AES aujourd'hui érigent un service de renseignement extérieur. Beaucoup d'États comme la France, les États-Unis et les grandes puissances ont toujours la CIA aux États-Unis, la DGSE, comment l'appelle-t-on en France?
Les traîtres, on les poursuit partout où ils se trouvent. Ils ne doivent pas avoir la paix. Il ne faut pas leur laisser la paix. Et il va falloir aller à cette étape-là. C'est ce que réclame aujourd'hui le peuple africain. Nous ne pouvons pas rester là et qu'on nous agresse tout le temps et nous serons toujours à la défensive. Nous devions sortir de cette posture pour véritablement espérer sortir de cet engrenage. Je vais suggérer également en même temps que le Burkina Faso, ayant toutes les preuves en main, et aujourd'hui qu'on sait que beaucoup d'États de la CEDEAO, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Nigeria, sont les territoires sur lesquels on planifie cette déstabilisation, que l'État du Burkina Faso prépare un dossier, comme le Mali l'a fait en son temps et déposé au niveau de l'ONU, que le Burkina Faso prépare un dossier, dépose au niveau de l'ONU et en même temps aussi interpelle la CEDEAO sur cette question parce que tous les États sur le territoire desquels se planifie toute cette déstabilisation sont les États de la CEDEAO. La CEDEAO est restée taiseuse. Elle est restée taiseuse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il va falloir les interpeller et agir. Voilà ce que j'ai voulu apporter ce matin. Merci pour cette émission et bonne continuation. Et depuis les États-Unis, merci pour votre contribution ce matin. Monsieur Baïga Boubacar, vous nous rejoignez également à l'instant depuis le Burkina Faso. Vous êtes à Ouagadougou. Merci, bonjour et bienvenue sur For You Media Africa. Voilà. Bonjour à toute l'équipe de For You Media. Bonjour à M. Nguéné pour le beau travail de communication, d'information vraiment journalistique. Et vraiment, merci à l'équipe technique. Et merci à vos panélistes, quand bien même ils ne sont pas là. On les connaît tous. Voilà, mon intervention porte sur notre situation d'abord. Oui. Parce qu'on parle de soi-même avant de parler des autres. Et en réalité, il faut comprendre. Il y a des gens nostalgiques d'un passé révolu à jamais. Sous la solde de certains valets locaux, tapis dans certains pays, qui eux aussi sont nostalgiques de certaines institutions révolues, comme la CEDEAO. C'est une institution révolue pour l'AES. Donc, ils s'organisent par tous les moyens de nous détruire. Détruire notre AES, nous ramener au point zéro. Mais nous marchons et nous allons de plus en plus de l'avant. Voilà. Ce que je peux reprocher peut-être à notre système, ce que je peux proposer à notre système, c'est d'avoir un service de renseignement très fort et très puissant. De façon que chaque citoyen de l'AES soit en même temps un agent de renseignement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que il nous faut un service de renseignement, de contre-espionnage et de renseignement extérieur très puissant et qui est capable de mener des actions de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà. Ce n'est pas difficile à réaliser, c'est une question de volonté, on a la volonté. Voilà. Et que nos dirigeants sachent que tout simplement, ces gens ne vont jamais reculer. Ils vont toujours revenir d'une arme à une autre. Cette fois-ci, ils ont échoué lamentablement. Mais ils vont revenir. Dans les trois pays, chaque fois, ils vont revenir. Chaque fois, ils vont revenir d'une forme à une autre forme. Donc, il faut que nous prenions toutes nos précautions. Et la dernière limite qu'ils vont revenir, c'est une guerre. C'est une guerre qu'ils vont provoquer. Ça aussi, il faut s'y attendre. Donc, ce n'est pas un combat pour aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour demain, on n'en sait jamais. Mais ce qui est là, on s'est engagé, on a préféré la liberté. Il faut se battre pour cette liberté. Elle a son prix à payer et nous allons payer le prix. Ça c'est ma première vision des choses. La question des frappes israéliennes au Liban. Moi, je me rends compte qu'en réalité, le monde souffre de manque de volonté. Le monde a mal à la volonté. Quand les gens ont mal à la volonté, ils n'ont pas d'action positive.
Parce qu'il y a combien de résolutions des Nations Unies qui ont condamné Israël depuis la naissance de l'État israélien à l'heure actuelle? C'est N, on ne peut même pas les compter, c'est N résolutions. Moi, je pense que le monde arabe, la première des choses que le monde arabe, la Ligue arabe, de façon générale, je dirais même le monde arabo-perse, doit dire purement et simplement merde aux Nations Unies et quitter. Purement et simplement quitter. Si c'est comme ça, nous, on quitte. Oubliez ces histoires d'intérêts géoéconomiques là. Parce que les intérêts géoéconomiques là, ne sont que des variables. Si aujourd'hui mon partenaire est américain, je gagne beaucoup. Demain, mon partenaire est chinois. Après-demain, mon partenaire est turc. Donc, c'est des affaires, c'est des affaires. On n'est pas obligé de rester dans une structure qui ça ne va pas. Je vous dis que cette affaire d'Israël, ça rend les gens même malades. Ça rend même les gens malades, mentalement malades à voir ça. Je me pose la question, est-ce que, excusez-moi, hein, je me pose la question, je condamne Hitler sur toutes les formes, mais sur une des formes, est-ce que Hitler n'était pas plus visionnaire que les gens en les massacrant? Franchement dit, je me pose cette question-là. Des fois, quand je vois certaines choses, je me pose cette question. Je ne suis pas nazi, je suis anti-nazi, je suis contre tout autre aspect de Hitler. Mais ce côté de Hitler, là, est-ce que Hitler n'avait pas perçu quelque chose qui n'était pas visionnaire de quelque chose que personne n'a vu? Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à For You Media. Monsieur Maïga Boubacar, depuis le Burkina Faso, cette information avant de prendre Zerfel, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence ce mercredi 25 septembre 2024 pour discuter de la situation au Liban où des bombardements israéliens ont fait plus de 500 morts depuis 3 jours maintenant. La réunion demandée par la France aura lieu à 22h GMT en présence notamment du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Alors Zerfel, vous revenez. Oui, comme M. Nguéné, je vous remercie encore de me passer encore à l'antenne. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Parce que le travail que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est pour conscientiser vraiment tous les Africains. Nous sommes fiers de vous. Et nous sommes fiers, et je dis merci au président Biya qui nous permet aujourd'hui d'avoir plein de télévisions panafricaines dans son pays. Et vraiment, il faut dire à ce monsieur-là, vraiment, la longévité et la santé. Maintenant, je vais parler toujours de mon pays. Parce que c'est mon pays qui me tient en cœur. Parce que je peux parler de tous les pays. Je suis africain, je suis d'accord. Tous ceux qui parlent de l'Afrique, et je leur dis merci. Mais la charité bien ordonnée, il faut que ça commence par soi-même. Je dis encore, je vais parler, pour cette fois-ci, je parle du ministre des opposants en Côte d'Ivoire. Parce que quand je vois nos opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils donnent trop de temps à ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'en leur laissant tout ce temps et qui font endormir tous les Ivoiriens, ça ne nous arrange pas. Parce que ceux-là, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps et à la dernière minute, ils vont brandir des trucs qu'on ne peut pas résoudre. Et ça va envoyer une guerre inutile. C'est pourquoi moi, je rappelle toujours à nos opposants de lever un peu, d'enlever leurs pieds dans les bottes de plomb pour qu'ils puissent avancer rapidement avec ces gens. Parce qu'ils font, à chaque fois que les opposants leur demandent un dialogue, ils font comme s'ils n'attendent pas ce qu'on leur demande. Alors ça arrive à nos opposants de les forcer pour qu'ils viennent sur le plateau, sur une table, que nous puissions discuter ensemble. Parce que ce pays-là n'appartient pas à ceux qui sont au pouvoir seulement. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, voici à quelques mois des élections présidentielles qui vont arriver. Et jusqu'à aujourd'hui, la liste électorale n'est pas révisée. Et comment dire, nous avons des problèmes même pour s'inscrire sur la liste. Et il y a encore, la liste elle doit être vérifiée pour trier
ceux qui ne vivent pas aujourd'hui sur la terre des vivants, jusqu'à présent, ce monsieur qu'on a mis à la tête de cette institution, il fait que nous fait chanter et nous fait endormir. On a vu sa démonstration à Paris. Il n'a pas pu répondre à des questions que c'est des simples choses citoyens lui ont posées. Alors donc aujourd'hui, et vous êtes là, c'est vous qui avez le pilier aujourd'hui. C'est vous qui devez vous présenter devant nous pour que nous puissions vous suivre. C'est nous qui allons vous mettre au pouvoir. Mais c'est vous êtes en arrière-plan. Alors comment nous allons faire? C'est pourquoi moi je demande aux opposants, ceux qui cherchent à vous diviser, essayez d'être intelligents devant ces chances-là pour que vous puissiez aller de l'avant rapidement. Parce que ces chances-là, ils ne sont pas prêts pour nous. Et la CEI-là, celui qui est aussi au devant de la CEI-là, il n'est pas prêt pour nous. parce qu'à chaque fois, vos gens qui sont dans cette institution, ils disent que vous avez donné des gens qui travaillent avec lui. Chaque parti a donné des choses, des représentants qui travaillent avec lui. Mais si la CEI n'était pas quelque chose de bien, pourquoi ils sont dedans? Retirez vos éléments. Et quand il va rester seul, maintenant, il sera obligé de venir sur la table pour discuter avec eux. Mais si ceux-là, ils sont dedans, c'est qu'ils conscient ce qu'il dit. C'est ça que je vois. Parce que présentement, rien ne bouge devant ce monsieur-là. Il fait que tourner, faire des discours qui n'ont rien à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à ce qui se passe dans cette institution. Alors, donc, les opposants, je vous prie de vous lever un peu, d'enlever vos pieds dans les choses, dans des bottes de plomb, pour que nous puissions avancer ensemble avec vous. Alors, je passe au ministère de la Constitution. Le ministère de la Constitution, le ministère a créé des lois. Et en disant que tout locataire qui cherche une maison à louer, vous payez 2 mois de caution et 2 mois de caution et non 3 mois de caution et 2 mois de loyer. Alors, aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Les gens, ils sont là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les propriétaires des maisons, ils ne respectent pas ce que vous avez dit. Ah ben, vous faites quoi? Moi, je pense que vous les cautionnez. Je pense que c'est vous qui avez construit ces immeubles ou ces maisons et fait semblant de dire que, comment dire, ceux qui cherchent à louer des maisons, ils doivent payer 2 mois, 3 mois, ça fait 5 mois, mais ultérieurement, vous avez fait quelque chose. Parce que vous le dites, et ceux qui sont en face de nous, ils disent autre chose. Et vous ne réagissez pas. C'est que vous êtes avec ces gens. Changez un peu de mentalité, changez un peu de vision. Vous êtes des ministres, vous n'êtes pas des experts, et qui prennent des décisions. Donc respectez. Celui qui ne respecte pas vos décisions, vous devez le punir. Et vous ne dites rien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tu cherches un magasin en Côte d'Ivoire, on ne te demande pas de porte. Pas de porte, c'est-à-dire que monsieur Nguéné, vous ne comprenez pas, pas de porte, c'est-à-dire que c'est une somme que tu dois payer au propriétaire gratuitement. Il peut te demander même 15 millions, 20 millions, et 10 millions, 5 millions. Et cet argent est gratuit. Quand tu le donnes, c'est gratuit au propriétaire. Parce que ce n'est pas de l'argent qu'on va te retourner quand tu as quitté sa maison ou son magasin. C'est gratuitement. Et l'État a interdit cela et l'État ne parle pas sur ça. À moi, je pense que si vous voulez aider les Ivoiriens à travailler, vous pouvez mettre l'accent sur ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose et dire son contraire. Et vous êtes l'État ou vous êtes des voyous. Dites-nous, si vous êtes des voyous comme ça, nous, on peut vous écouter, on va avancer comme ça, comme vous êtes, et puis on est tranquille. Mais si vous êtes un État défendre sur les citoyens, et vous votez des lois, et ces lois ne sont pas respectées, et vous ne dites rien. Alors, en ce moment-là, moi, je pense que vous êtes là pour nuire, comment dis-je, les Ivoiriens. À ce moment-là, si vous n'êtes pas capable, arrêtez et quittez le tablier pour que d'autres personnes qui peuvent faire avancer ce pays puissent venir. Parce que vous nous barrez toujours le chemin. En faisant chose, quand on vous demande des choses, des dialogues, où on veut faire telle chose,
C'est vous qui êtes premier à faire deux choses qui n'ont rien à voir avec les citoyens. Pour sortir Zerfel. Merci. Oui, je m'arrête là parce que ce soir encore, j'ai d'autres choses. Quand l'émission va venir, je vais parler encore de mon pays. Merci de m'avoir donné quelques minutes encore pour parler de cela. Ça me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, merci à vous, Zerfel. Monsieur Ouedraogo est également avec nous ce matin en direct du Burkina Faso, certainement pour parler de ces nouvelles tentatives de déstabilisation qui ont visé le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Est-ce que vous me recevez? Parfaitement, monsieur Ouedraogo. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Ok. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous féliciter pour votre panafricanisme. Vraiment, nous suivons vraiment Forum Média avec beaucoup d'intérêt depuis Ouagadougou. Maintenant, concernant cette tentative de coup d'État, j'aimerais juste dire à tous ceux qui sont contre les Africains que au Burkina Faso, quand même, c'est peine perdue. Voilà. Parce que je vis ici, je vis au Burkina Faso depuis longtemps. Je connais un peu comment les choses se passent ici. C'est peine perdue. Ça veut dire que ceux qui vont renverser Ibrahim Traoré, il faut qu'ils installent un autre Ibrahim Traoré pour pouvoir gouverner le Burkina Faso. Parce que je le dis et je le répète, c'est la population qui a maintenu Ibrahim Traoré au pouvoir. Parce que je me souviens, lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir avec ses camarades, juste quelque temps, il a voulu remettre le pouvoir. Il a voulu remettre le pouvoir et nous avons dit non. Nous avons dit non parce que nous avons vu en lui un messie. Voilà, figurez-vous que lorsque Ibrahim Traoré avait pris le pouvoir, juste quelque temps après, Djibo a été ravitaillé en vivres. Et comment? Par la voie aérienne. Parce que la voie terrestre était infestée de terroristes. On ne pouvait pas pratiquer la voie terrestre pour aller ravitailler Djibo. Et quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, juste quelques temps après, Djibo a été ravitaillé par voie aérienne. Mais où étaient ces avions-là? Pendant Damiba, où était cette solution-là était où? C'est pour ça que nous avons vu en lui un messie. Et quiconque toucherait à un cheveu d'Ibrahim Traoré nous aura sur son chemin. Voilà, j'aimerais dire aux Africains, aux jeunes, à la population africaine de se lever. Ça veut dire que accompagnez vos présidents. Accompagnez vos présidents. Si vous accompagnez vos présidents, aucune tentative de déstabilisation ne pourra être faite avec succès. Il faut que vous au Burkina Faso. Mais les gens sont tellement comment on appelle ça, soudés actuellement. Mais il a fallu qu'il y ait la venue d'Ibrahim Traoré pour savoir que les Burkinabés sont soudés entre eux. Ça veut dire qu'on avait besoin de dirigeants crédibles. Des dirigeants crédibles. Et Ibrahim Traoré avec tout son gouvernement. Figurez-vous que, comment on appelle ça encore, actuellement, avec l'effort de guerre, il y a des, comment on appelle ça, il faut que les Africains, il faut que les Africains quittent de cette aide qui nous maintient dans la dépendance. Figurez-vous que... oui. Allez-y, monsieur Ouedraogo, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, monsieur Ouedraogo, allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Allez-y, monsieur Ouedraogo, nous vous suivons, allez-y. Allô? Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous nous écoutez? Allez-y, vous êtes à l'antenne. Est-ce qu'il est toujours avec nous, monsieur Ouedraogo? Ok. Donc je disais que il y a des fonctionnaires au Burkina Faso qui sont allés volontairement se faire couper 10% de leur salaire.
pour financer l'effort de guerre. 10% de leur salaire. Nous-mêmes là, comment on appelle ça, on coupe dans nos unités les crédits que nous chargeons, les canaux d'abonnement, tout ça participe à l'effort de guerre. Et nous voyons où passe notre argent. Vous voyez? Ça veut dire que la population est impliquée dans le régime. Donc ça fait que c'est peine perdue. Que les gens arrêtent de vouloir déstabiliser le Burkina Faso depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Ghana, depuis l'Europe, depuis... Voilà, je ne sais pas. C'est peine perdue. C'est vraiment peine perdue. Je voyais, il y a un monsieur qui disait tout à l'heure que... comment on appelle ça encore? Il ne faudrait pas emprisonner les gens, les donner à manger en prison, et puis ils vont espérer un jour ressortir et puis continuer à faire la même chose. Mais ce côté est fini. Voilà, ce côté est fini. Il y a une décision qui a été prise. Dès qu'on vous met en prison, il y a les travaux d'intérêt général. Vous ne restez plus en prison manger, et boire vos boissons glacées et puis attendre quelques années pour sortir et puis recommencer. Non, il y a les travaux d'intérêt général que vous allez travailler. Actuellement, nos prisons sont pleines de traîtres et ces traîtres-là vont contribuer à nettoyer la ville de Ouagadougou et toute la ville de Burkina Faso. Voilà, donc j'aimerais juste dire aux dirigeants africains d'arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Donnez le nom des gens, dites qui veut vous attaquer, qui veut vous nuire, donnez leur nom. Arrêtez d'avoir peur. Parce que vous savez, la peur c'est un sentiment naturel. Et il y a souvent des choses face à certaines situations, ce n'est plus la peur. Moi je dirais que c'est la stupidité. Parce que si vous marchez avec des gens qui ne peuvent pas vous arranger, pourquoi continuer à marcher avec ces personnes-là? Vous voyez, ici, là, au Burkina Faso, dès qu'il y a des manifestations panafricaines, mais vous allez voir 4 drapeaux flottés. Le drapeau du Burkina Faso, le drapeau du Niger, le drapeau du Mali et le drapeau de la Russie. Voilà, nous on n'a pas peur, on affiche nos partenaires, nous on s'en fout. Voilà, ça veut dire qu'on peut causer avec tout le monde, mais on ne marche pas avec tout le monde. Voilà, et ça nous avons compris ça depuis longtemps. Voilà, nous n'avons pas peur de nous afficher avec les Russes, parce que l'exemple est palpable. Nous avons les armes. Mais avant, au temps de Blaise Compaoré jusqu'à Roc, il y avait au moins 4 calages une calage pour 4 militaires. Comment vous pouvez comprendre ça? Une calage pour 4 militaires. Mais actuellement, chaque militaire a son arme. Les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, chacun a son arme. Voilà, nous voyons où notre argent va. Voilà, nous voyons où notre contribution va. Donc ça veut dire que nous sommes prêts à mourir pour ce régime-là. Donc, à l'endroit de tous ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, à l'endroit de tous ceux qui veulent déstabiliser l'AES et toute l'Afrique, là, surtout l'AES, nous aimerions leur dire que c'est peine perdue. Voilà, c'est peine perdue. Ils n'ont qu'à garder le moral et puis souffrir dans leur côté et nous laisser tranquilles. Voilà, c'était juste ma contribution ce matin. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Ouedraogo, depuis le Burkina Faso. Encore 10 minutes à passer aux côtés de nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Monsieur Peter, vous êtes avec nous ce matin. Merci, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Nguéné. Merci beaucoup, Cosenta. Je vais donner mon contribution sur les 3 thématiques que vous avez exposées ce matin. Et je vais être aussi bref que possible. À la question de savoir si l'Afrique peut contribuer à une désescalade, je peux dire oui, mais sous condition que l'Union africaine se montre vraiment une vraie organisation d'unité africaine, comme son ancêtre OUA, comme on dit en français, que l'Union africaine puisse tenir une réunion extraordinaire
des chefs d'État ou même des ministres des Affaires étrangères pour prendre des sanctions contre Israël, c'est-à-dire la rupture des relations diplomatiques avec l'État hébreu, tout simplement. Et je vous assure, 54 pays, Israël a quand même des intérêts en Afrique, quoi qu'on dise, il ne faut pas que les gens se leurrent. Alors s'il y a une rupture drastique de relations diplomatiques avec Tel Aviv, je crois que Israël va réfléchir pas deux fois de ce qu'elle est en train de faire et je crois que ça va faire un effet boomerang au niveau également des pays de l'Asie, de l'Est, du Moyen-Orient également. Si vraiment la Ligue arabe est prête à soutenir le peuple palestinien, elle doit aussi en faire autant. Or, à l'époque, qu'est-ce que nous constations? Le Koweït, Oman, Bahreïn, Qatar, tout cela, c'était les vallées des États-Unis. La preuve, lorsqu'il y avait la coalition, la First Coalition avec l'Irak, on a vu l'Égypte même envoyer des troupes là-bas, on a vu l'Arabie Saoudite et tout ça, parce que tout cela, ils étaient sous couvert des États-Unis, sans oublier que l'Égypte avait signé un deal en 1977, quand Nasser était encore au pouvoir, après la guerre qu'ils ont fait avec Israël, que le deal était que l'Égypte renonce à attaquer Israël et les États-Unis vont financer chaque année beaucoup de millions de dollars à l'État égyptien. Donc vous voyez que ces Arabes-là eux-mêmes, ils sont un peu très ambigus de par leur façon de se comporter entre eux, parce qu'il y avait des rivalités, il y avait un problème de leadership. Et c'était une porte ouverte aux impérialistes de pouvoir subdiviser le groupe du monde arabe. D'une part, entre les islamiques, je parle de l'Iran, et d'autre part, entre les monarchies du Golfe. Donc du coup, ce problème d'ego pesait beaucoup. Ça faisait qu'il y avait des dissensions jusque dans le Maghreb de l'Afrique. La preuve, on a constaté qu'il y a toujours ce concurrence, ce bras de fer entre Morocco et Algérie. Vous comprenez? Et à l'époque, quand Kadhafi régnait, c'était la crainte de tous les autres, puisque c'était la première puissance militaire du monde arabe, même devant l'Égypte, hein, s'il vous plaît. Donc tout ça, ça fait que Israël s'est permis le luxe de faire ce que voulait. J'ai dit hier qu'il y a 2735 résolutions depuis 1948. Vous vous rendez compte? Israël n'a pas respecté la moindre résolution. Ça veut dire que c'était des choses qui étaient faites juste pour faire plaisir à l'ensemble même des membres de United Nations. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre vision et le monde est en pleine mutation. Et je crois qu'il y a eu cette prise de conscience des pays même arabes qui ont compris avec ce qui s'est passé en Russie avec toutes les sanctions, les gels des avoirs. Ils se sont dit qu'on était en fait dans un fake relationship. Donc il faut changer de position. Malgré la pression qu'ils reçoivent des États-Unis, ils sont en train de prendre conscience que s'ils ne font pas quelque chose, Israël va finir par récupérer même le territoire de Gaza. Parce que c'est ça l'objectif premier des pays anglo-saxons, que Israël se positionne sur la bande de Gaza pour mieux contrôler le golfe Persique. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et si l'Afrique prend cette décision de sanctionner Israël en rompant les relations, ils vont changer de paradigme et je crois qu'ils vont mettre bas à terre. Et avec cette pression qui sera faite, on va exiger l'indépendance et la création de l'État palestinien, et reconnu par tous, pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est une forme de déshumanisation du peuple palestinien. Et ça, c'est horrible. Et il faut qu'on réagisse, parce que Israël se comporte exactement comme Hitler l'avait fait du temps de son règne, en tant que Reich, sur les Européens, sur les races inférieures. Et Israël se prend pour une race supérieure. Et ça, il faut qu'on puisse mettre ça sur la table pour le comparer même à ce que Hitler avait fait à l'époque dans les années 40. OK? Maintenant, si je prends le design subject, le siège permanent à l'Afrique sans droit de veto, ben écoutez, chers Africains, on est en train de se moquer de vous. Les États-Unis vous prennent pour des pecnos, pour des, je sais pas, des poussins, ou je sais pas quoi vous dit, mais il est temps pour les Africains de se réveiller, de taper le poing sur la table. Nous sommes 54 États, je peux dire le continent qui a le plus d'États possible, et nous avons quand même le droit, en tant qu'Africains, de pouvoir dire non sur des résolutions qui sont prises, et non pas comme dans le passé, comme on nous traitait comme toujours des slaves, et qu'on décide à notre place. Je parle de la France,
qui parlait au nom des Africains. Donc, toutes les résolutions qui étaient prises de l'Afrique devaient dire oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de béni oui. Nous pouvons dire non, et que si on n'a pas de droit de veto, ça ne sert à rien de nous accorder le siège permanent. Sinon, on risque de passer pour ridicule. Même si on n'a pas la bombe atomique, j'avais dit une fois dans vos émissions, nous avons plus qu'une bombe atomique en Afrique, nos ressources. Si des grands pays comme le DRC, je parle du Congo-Brazzaville, des grands pays comme le DRC, tous ceux qui ont les minéraux rares, Cameroun, Guinée, Conakry, Mali, Burkina et tout ça, se réunissent, et même le Zimbabwe, Zambie, où il y a le cuivre et tout ça, on dit, bon, ok, nous stoppons nos exportations vers les pays occidentaux, on fait un blocus, parce que vous ne respectez pas les chartes de l'ONU, mais vous allez voir qu'ils vont changer. C'est aussi une bombe pour nous, hein. On n'est pas obligé d'envoyer une bombe de destruction massive humaine, mais c'est une bombe de destruction massive économique qui va faire très mal sur les bourses internationales. Ça, je vous promets. J'ai essayé de faire une réflexion et faire une projection économique et j'ai vu que si jamais l'Afrique applique cela, ça va être un crash boursier comme en 1929. OK? Maintenant, le troisième sujet qui est assez intéressant. Je ne cesserai de dire que la tentative de déstabilisation, qui en veut à Ibrahim Traoré, mais c'est le Quai d'Orsay. Il ne faut pas chercher par mille chemins. Je vous ai expliqué maintes fois que le même mécanisme qui avait été appliqué avec M. Thomas Sankara à l'époque, en 1984-85, c'est le même schéma qui est en application aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, c'est une triste réalité. Dès 1986, M. Blaise Compaoré a été approché en Côte d'Ivoire par le Quai d'Orsay avec la collaboration de l'ancien président de l'époque. La mission, c'était de laver l'affront qu'il avait fait à M. Mitterrand quand il est arrivé à Ouagadougou. Donc, de la même manière dont M. Ibrahim Traoré s'est exprimé à Moscou lors du sommet Russia-Africa, eh bien, ça a été un coup dur pour Paris. Ils ont dit qu'il est hors de question qu'un nègre, excusez-moi du terme, puisse manquer de respect aux colons et il mérite le châtiment. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise toujours des vassaux, c'est-à-dire on utilise toujours des négriers pour accomplir cette sale besogne, afin que tous ceux qui sont pour, comment on appelle ça, ce changement, parce qu'on leur fait croire que c'est un leurre, c'est un rêve, que M. Ibrahim Traoré fait rêver le Burkinabé, il n'ira nulle part, la Russie n'est rien, etc. On vous donne de l'argent, on vous paye la conscience, on vous dématérialise, je peux dire spirituellement et intellectuellement, et vous devenez tout de suite des lobotomies. Et pour moi, ce sont des lobotomies qui ont agi, parce que quelqu'un qui aime sa patrie ne peut pas prendre le couteau pour piquer son propre frère pour des intérêts perso. Et c'est un peu ça la plaie. Alors, il est grand temps que M. Ibé agisse promptement, un peu comme à l'époque Kadhafi faisait avec tout ce que la CIA avait utilisé pour le déstabiliser. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il est assez mature et assez conscient de ce que je suis en train de dire. Et en le faisant, ça va donner beaucoup à réfléchir à tous ceux qui tenteront de faire quoi que ce soit contre l'État burkinabé et surtout contre sa personne. Voilà, je m'arrête ici. Je dis merci beaucoup et puis très bientôt. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter. Merci pour vos différentes participations ce matin, à tous ceux, bien sûr, qui ont réagi. Vous le savez, c'est la spéciale mercredi sur les antennes de For You Media Africa. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas pu réagir. Nous remettrons cela ce soir à l'occasion de votre émission quotidienne Le Point sur l'actualité. D'autres thématiques vous seront soumises, mais comme vous le savez, vous avez également l'occasion de pouvoir commenter l'actualité qui vous tient à cœur. C'est donc tout pour cette troisième production de la semaine de votre émission For You Matin, édition du 25 septembre 2024.